Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de Parle-moi de ta boîte. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Franck Daouben. Franck, il est apnéiste professionnel et avec lui, nous allons découvrir son univers, sa manière de voir l'entrepreneuriat et puis c'est une belle rencontre. Quelques petites anecdotes au passage qui vont, je pense, vous surprendre. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et je vous dis à bientôt. Salut, je vous laisse avec Franck. Salut Franck, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? Ouais, donc je suis Franck Daouben, apnéiste professionnel à la Berbrague. Et est-ce que tu peux nous présenter ton activité, ton entreprise? Alors c'est une structure que j'ai ouverte il y a 2 ans et demi ici, où je vais proposer plutôt de l'apnée comme un moyen d'aller voir les animaux marins ou de l'explo pour découvrir les fonds marins proches de la berre, plutôt que de la performance, où on va utiliser l'apnée plutôt comme une fin pour aller chercher des mètres ou des secondes. Là, c'est vraiment acquérir de l'aisance aquatique pour pouvoir profiter du monde sous-marin. Tu fais ça depuis combien de temps? J'ai commencé l'apnée quand j'étais enfant et j'encadre depuis 2005. Comment l'apnée est rentrée dans ta vie? Est-ce que tu t'en souviens? Ouais, la première session, en fait, je devais avoir 7 ans, je pense, et j'ai trouvé un masque et des palmes beaucoup trop grandes pour moi. Et j'ai mis, donc je suis parti à la plage avec ça, j'ai mis la tête sous l'eau, et là, ça a été vraiment la révélation, quoi. Entre sur quoi je naviguais avec mon grand-père quand j'étais minot pour aller relever des casiers, des choses comme ça, ou des fois on avait cette surface transparente, mais j'y prêtais pas plus attention que ça. Et ce jour-là, quand j'ai mis la tête sous l'eau, j'étais devenu un terrien qui pouvait voler au-dessus de... J'avais même pas cette sensation de pouvoir descendre et d'aller faire de la profondeur. C'était vraiment, je survolais la canopée des grandes algues. Là, j'étais en train de me balader au-dessus des algues. Ton métier, est-ce que c'est un métier? Est-ce que c'est une passion? Comment tu le qualifies, toi? Alors, mon métier, c'est apnéiste professionnel. J'ai pas l'impression de travailler. Ça, c'est clair. Depuis, et même auparavant, quand j'étais plongeur pro, c'était vraiment pas... le fait d'aller à l'eau, c'est mon quotidien. Et donc là, en tant qu'apnéiste, encore moins, parce que j'ai l'impression d'avoir encore moins de contraintes. Donc forcément, c'est un travail quand même, donc il y a une rigueur, il y a un cadre, que ce soit administratif, juridique et sportif. Il faut de l'entretien pour rester en bonne forme. Mais tout ça, en fait, ça rentre dans un rituel de vie qui fait que ça se fait sans y penser. L'entretien physique, il se fait, voilà, on a du plaisir à faire du sport parce qu'on sait que derrière, on sera beaucoup plus à l'aise dans l'eau. Et puis après, tout ce qui est administratif, un peu travail de bureau, c'est aussi pour pouvoir être plus à l'aise dans l'eau, c'est-à-dire se dégager de toutes ces contraintes. Comment t'en es arrivé là? Quel a été ton parcours? Et peut-être la question la plus importante, pourquoi? Comment je suis arrivé jusqu'ici? J'ai l'impression que tout ce que j'ai fait dans ma vie m'a amené sur un chemin et à 45 ans, en fait, me redéposer ici. Je connaissais ces fonds-là parce que je naviguais là avec mon grand-père quand j'étais petit, un peu plus du côté de la Berbenois. Mais j'ai redécouvert tout ça. Et je me suis formé tout au long de ma vie, mais de façon inconsciente pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai plein de petites briques, qui font que la construction finale, elle est là. Et encore, je suis pas sûr que ça soit la fin. C'est que je continue à être sur on pourrait dire un fleuve, un aber, pourquoi pas, sur un flux qui m'amène quelque part. Je ne sais pas où encore, mais actuellement, ma vie, elle est vraiment géniale, quoi. Ma vie pro, c'est... je vais à l'eau, je rencontre des animaux, je rencontre des gens, on est dans un endroit qui est vraiment splendide. Alors, comment je suis arrivé là? En 2005, je suis passé entraîneur, enfin moniteur-entraîneur en apnée. Et puis, j'ai fait beaucoup d'associatifs. Je suis parti un peu à l'étranger aussi, donc je continuais en fait, où j'allais à l'étranger, je montais des sections apnées, associatives aussi,
Et puis, quand j'ai quitté l'armée, je suis parti aux Canaries pendant 3 ans, à m'adosser à un club de plongée. Avec mon binôme, là, on s'est adossé à un club et on a proposé toute la partie apnée. Donc ça m'a permis d'avoir 3 ans d'expérience, avec le confort d'avoir une structure déjà établie, avec un carnet d'adresses. Alors on avait le nôtre, mais ils avaient le leur en plus. Et puis toute cette... oui, voilà, c'est vraiment le confort de... il y a quelque chose d'établi et nous, on apporte juste notre savoir. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus de en quoi consiste ton boulot? Est-ce que tu as une journée type, une semaine type, par exemple? Ouais, alors l'été, la semaine type, enfin, pendant la saison, la semaine type, ça va être quasiment 7 jours sur 7. Hein. On peut s'octroyer une journée vraiment off. Moi, je pense qu'il faut le faire pour éviter de saturer. 1 à 2 sessions par jour. Donc en moyenne, on accueille les clients, on les habille avec les combinaisons, on part en mer, on revient, ils mettent tout leur matos dans un endroit. On prend le petit café, on prend le thé, enfin la boisson chaude pour se réchauffer, pour échanger sur cette session qu'on vient de faire. Ils s'en vont, on rince tout le matos, on mange, on accueille la 2e session et hop, ça recommence quoi. Une session, ça consiste en quoi? Une session, ouais, alors on fait de la formation le long d'un câble pour justement être plus à l'aise dans l'exploration par la suite. Soit ce sont des gens qui veulent simplement faire de l'exploration, qui ont déjà un peu de connaissances, ou alors qui ne sont pas du tout intéressés par la technique. On va quand même faire un tout petit peu sur 0,6 mètres, et puis après on regarde, et même pendant cette période technique, là, quand on est dans la zone des 0,10, on voit le monde sous-marin qui nous entoure, et on en prend déjà plein la vue quand on va dans des spots où on va vraiment être bien entouré par toutes les beautés de la mer qui seront visibles. Donc c'est ça, c'est une session. Généralement quand on fait de la technique, on est sur une bouée avec un atelier, quoi, dans la zone des 0,20 mètres max. Quand on reste dans la mer, on va travailler la verticalité, la compensation, et puis en fin de session, au milieu de session, on ramasse tout et on va sur l'exploration et on met en pratique ce qu'on a appris sur le câble. Ok, donc il y a toujours, si c'est axé technique performance, il y a toujours après la récompense de l'explo, quoi. Ouais. Tu peux me développer ce que tu aimes le plus dans ton activité? Qu'est-ce qui te rend heureux et en gros, qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Ce qui me plaît le plus, c'est d'être sur l'eau, dans l'eau. Ça, je pense que si t'aimes pas ça, tu fais pas ça. Ça, c'est clair. C'est le genre de métier, tu peux pas le faire que pour manger. L'hiver, il fait froid. L'été, il fait froid. Et oui, ici en Bretagne, il fait jamais assez chaud pour pouvoir... voilà, c'est pas les Caraïbes. Mais par contre, à côté de ça, ici, c'est préservé, quoi. C'est préservé, il n'y a pas une suractivité. Sur l'eau, on croise des habitués. Donc il y a vraiment un tissu local on se reconnaît entre nous. L'été, il y a le club de voile, il n'y a plus que le club de voile, mais il y a toutes ces petites voiles sur l'eau, hein, de tous les âges. Il y a les avirons de mer, bref, en fait, il y a plein d'activités sans que ça soit complètement surchargé. Et on voit plein de gens à droite, à gauche, ça vit, quoi. Et après, pendant l'hiver, c'est beaucoup plus calme. Moi, je kiffe, hein, parce que des fois, ça arrive qu'on soit solo sur le plan d'eau, quoi. Et à contrario, qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton boulot? Et des fois, tu te dis, tiens, je retourne me recoucher, quoi. Je sais pas s'il y a quelque chose que j'aime le moins. Ouais, vraiment, en fait, même l'administratif, c'est ce qui va me permettre de pérenniser tout ça. Donc si tu vois ça comme une contrainte, c'est que le résultat final, il n'en vaut pas le coup. Mais le résultat final, moi c'est l'éclate complète. Donc faire l'administratif, c'est juste pour pouvoir améliorer le résultat final. Donc c'est pas une contrainte. C'est une pierre à l'édifice qui permet que, à la fin, tout se passe bien. C'est ça, tu considères l'administratif comme un moyen, quoi. Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est une belle manière de voir les choses. Ouais. Alors, quelles sont les qualités pour exercer ton métier? Il faut, alors pour faire ce métier-là, je pense qu'il faut avoir envie d'apprendre. Ça c'est une des premières qualités. Ne pas hésiter à aller à droite, à gauche et apprendre des apnéistes existants déjà, qui ont des méthodologies différentes, qui ont des pédagogies différentes, qui sont dans des endroits différents. Et une fois qu'on a fait un petit tour comme ça, alors en France on a de la chance parce qu'on a on peut être en carrière, on peut être en lac de montagne, on peut en Méditerranée, on peut venir en Bretagne. Ça fait qu'on a quand même un joli panel de tout ça. Et une fois qu'on a fait ce tour-là, on peut s'orienter vers l'encadrement. Mais je trouve ça vraiment important d'aller apprendre à droite à gauche avant de venir encadrer. Et puis après, la qualité, ça va être pour faire ce métier-là où on accueille des gens, c'est d'aimer les gens, quoi. Forcément, si on n'aime pas les gens, ça marche moins bien. Donc c'est ça, c'est être bienveillant, l'accueil, et puis aimer transmettre, partager. Ça a son importance. Et puis avoir un œil, de la rigueur, même si elle peut ne pas transparaître. Il faut avoir de la rigueur pour pouvoir rester en toute sécurité dans ce qu'on fait. Parler de carrière, lac de montagne, en mer. Est-ce qu'on peut faire une carrière d'apnéiste en restant dans une piscine? En associatif, oui. En pro? En pro, je crois pas, non. Je crois pas parce que, apnéiste, c'est pas juste retenir son air et gagner des mètres. Enfin, pour moi. Alors, si on est apnéiste sportif, pourquoi pas? On est coach, mais on est assimilé plutôt à maître nageur. Maître nageur sans ventiler, quoi. Sans ventiler quand on est dans l'eau. Pourquoi pas? Mais apnéiste, c'est le contact de la mer, c'est le monde qui t'entoure, tu vois. C'est pas. Enfin, soit tu as l'apnée comme une fin, soit tu l'as comme un moyen. Tu vois, mais c'est ça, quoi. Si c'est comme une fin, oui, tu peux rester toute ta vie dans une fosse et puis l'eau est chauffée, il y a de la visite et tu fais de l'accueil comme ça. Mais je connais pas de pros, et peut-être qu'il en existe, qui ne font que ça. À un moment donné, même s'ils sont dans les terres, à un moment donné, leur envie, c'est d'aller en mer. C'est d'aller en mer, c'est d'aller un peu plus profond que, s'ils sont intéressés par la performance, aller un peu plus profond que ce qu'on a dans la Javel. Voilà. Alors je suis pas sûr que tu puisses que tu puisses être juste apnéiste chloré. Donc en fait, l'homme poisson n'est pas que poisson d'eau douce, quoi. Je voudrais pas faire une généralité, mais de mon point de vue, ça semble inconcevable de ne pas aller en mer. Même en mer chaude, mais avec plein de confort et plein de trucs comme ça, mais t'es dans l'eau, quoi. Ok. Ça me va. Comme le saumon, quoi. Faut retourner forcément à l'eau de mer à un moment. Je sais pas, peut-être que ça existe. Comme est-ce que les nageurs vont en mer? Peut-être pas. C'est peut-être pas une évidence pour eux. Non, ils sont dans l'élément liquide, mais est-ce qu'ils aiment aller en mer avec un peu moins de confort peut-être qu'en piscine? Je sais pas. Pas tous, je pense. Ouais. Quelles ont été tes peurs en te mettant à ton compte, si tu en as eu? Ouais. J'ai pas eu de crainte en me mettant à mon compte. Je me disais que si ça marchait pas, je ferais autre chose. C'est vraiment pas. Ça n'a pas été un frein. Ça n'a pas été un frein, je partais vraiment serein. Serein pourquoi? Parce que j'ai déjà un réseau. Le fait d'être déjà dans ce monde-là, tu sais qu'il y avait de la demande. Donc à partir de là, quelles ont été mes craintes? Même de me perdre dans l'administratif, c'était pas une crainte. C'était pas une crainte. Je dis, si jamais j'y arrive pas, je m'appuierai sur des gens qui savent. On parle souvent de la solitude du freelance. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Ouais, c'est clair qu'on est solo. Alors quand tu habites en plus à la Berbrac, tu es au bout du monde. Donc les échanges, ils sont pas. On a des gens qui viennent, ils font une session, ils restent une semaine, 2 semaines, et puis ils repartent. Et puis d'autres reviennent.
Mais c'est vrai que quand on est solo dans une structure, si la structure ne se développe pas beaucoup, mais ben, on n'a pas un deuxième moniteur et on reste un petit peu dans son monde. Donc c'est pour ça que c'est super important d'aller voir les autres, même quand on est entraîneur, parce que pour échanger sur les techniques, sur les choses comme ça, c'est très facile de s'enfermer dans son coin et de rester dans une routine qui n'évolue plus. Donc, d'où l'importance de retourner voir les copains. Et souvent, moi, les autres pros, je les invite à venir là. Et si vous voulez changer d'air, si vous voulez. Et puis, ça permet d'échanger sur leur façon de faire, s'ils sont à la montagne, en Méditerranée, voilà, de discuter de tout ça. On est dans un peu hors cadre de travail. Et ça permet vraiment de se renouveler. Est-ce que tu pourrais nous partager une petite anecdote qui a pu t'arriver, par exemple? Ouais, le tout c'est de la choisir. T'as toujours plein d'anecdotes. Une session en Antarctique où on y était pour faire des images sur la faune là-bas qui est... Voilà, il y en a partout. Où tu poses le regard, il y a de la vie. Et il y a très peu d'humains. Et puis j'étais dans l'eau, il y avait 3 baleines autour de moi, 3 baleines à bosse autour de moi, et donc j'en voyais 2. J'étais en surface, et j'étais en train de les regarder, elles étaient dessous, et puis j'étais comme ça en train de taper mes mains pour les réchauffer, parce que j'avais un peu froid aux doigts quand même, et je regardais les 2 et je voyais pas la 3e. Bon, écoute, elle doit être partie. À savoir que quand on y était, il y avait beaucoup de krill. C'est pour ça qu'elles étaient là. Et donc la visite, elle n'était pas géniale. Il y avait du krill, il y avait pas mal de zooplancton, phytoplancton, tout ça. Donc c'était vraiment... c'était chargé. Je suis bon. Et le soir, on fait le débrief photo de tout ce qui avait été fait dans la journée, vidéo. Et en fait, la 3e baleine était dressée devant moi, mais à 3-4 mètres de moi. Dressée, elle regardait. Et moi, je regardais dans l'eau et je la voyais pas forcément. Et si j'avais juste relevé la tête de 10 cm, j'aurais vu cette montagne devant moi là la photo, elle est impressionnante. Ouais, on la montrera. Ouais. Tu peux nous rappeler quand même les mensurations d'une baleine à bosse à peu près? Ouais, je sais pas, je dirais une dizaine de mètres. Mais bon, celle-là, elle faisait peut-être 7-8 mètres ouais, quand même. D'accord, donc ouais. un bus quoi. Ouais, c'est ça. À 3 mètres de toi, que j'ai pas vu. J'étais concentré sur les 2 qui étaient sous mes pieds, là, sous mes palmes. C'est fou. Ouais. Quels seraient tes projets maintenant? Maintenant, beaucoup d'écriture. C'est une période, hein, alors c'est peut-être parce que c'est l'hiver, je ne sais pas, mais ouais, beaucoup d'écriture dans la transmission, la découverte de nos fonds marins ici. Je trouve que vulgariser ça sans se faire des bouquins techniques ou des bouquins forcément photos pour un public d'initiés, non, ça serait apporter tout ça, surtout vers les enfants. Donc essayer de voir c'est plein de projets pour l'instant qui ne sont pas encore structurés, mais ça pourrait venir. Donc ça c'est clair, ça c'est un des volets. Je travaille sur des expos photos qui seraient itinérantes pour faire découvrir localement aux locaux les fonds marins, les nôtres, ceux d'ici, parce que y a encore cette méconnaissance là-dessus. Et puis sinon de continuer à faire évoluer cette société-là, mon entreprise qui marche bien. Chaque été je prends un nouveau stagiaire qui va être pro. Donc voilà, ça permet aussi de rester concentré, pro, et pour pouvoir transmettre quelque chose de clair, de carré, avec de la rigueur, pour qu'il puisse avoir les meilleures billes pour se lancer à son tour. Tu as parlé de tes projets, comment tu te vois dans 10 ans, dans 20 ans? Dans 20 ans, c'est loin. Hein. Allez, dans 10 ans. Mais dans 10 ans, je pense que j'aurais transmis tout ça. Moi, l'idée, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui fonctionne et hop, que je passe la main. Je pense que dans 10 ans, ça sera pas mal et je serai forcément sur un bateau autour de l'eau. Hein. Ça c'est sûr. Je sais pas où, mais... Pas forcément dedans. Ouais. Sur le bateau et dans l'eau à côté, ouais. Voilà. Si tu pouvais donner un conseil au petit Franck à 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais. Ne te fie pas à ce qui se passe actuellement, tu verras que bientôt,
c'est pas grave, tout ce qu'on va te dire sur ton orientation, sur tout ça, c'est pas grave. Ok. Les gens qui te conseillent là, alors aujourd'hui ça a vachement évolué heureusement, mais tout ce qu'on m'a donné, enfin, c'est ouais, c'est pas grave. On peut aller va dans cette voie-là, de toute façon tu vas vite t'arrêter et tu feras de belles choses derrière. Ça c'est clair. On sent peut-être une orientation qui n'a pas été pile poil. Est-ce que tu as des regrets? Ouais, je sais pas si j'ai des regrets. Moi, tu vois, je voulais faire en gros, je voulais faire un BTS protection de l'environnement. Tu vois, donc en troisième, j'avais pas les notes qu'il fallait pour rester en seconde générale à l'époque. Donc on m'a orienté vers. J'étais dans un collège qui avait le lycée à suivre, où ils avaient une grande section administration, comptabilité, tout ça. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'était remplir leur classe, quoi. Ouais, l'élève, c'était un peu secondaire. Donc voilà, ils ont rempli leur case et moi derrière, j'ai pas fait ce que je voulais. Mais c'est pas grave parce que je l'ai fait un peu plus tard. Est-ce que ça paye bien? Il faut durer sur l'année, tu vois, c'est ça. Rendu mensuellement, ça paye. Maintenant, pourquoi moi ça paye, mais ça paye bien. On va le dire comme ça. Ça c'est pas. Moi, je peux être transparent là-dessus. Mais parce que j'ai beaucoup d'expérience, un gros réseau, que les gens viennent me voir, ils cherchent pas que un club d'apnée en fait. Ils viennent voir Franck Daouben pour beaucoup qui me connaissent dans le réseau. Et après, ici dans le coin, oui, il y a des gens qui cherchent une expérience un peu particulière, donc ils regardent sur internet, ils trouvent un club d'apnée, ils y vont. Mais c'est vraiment pas la majorité de ma population. Si je n'avais que ces gens-là, ceux qui découvrent un petit peu, j'aurais mis la clé sous la porte. Donc l'importance quand même, c'est peut-être pour quelqu'un qui veut se lancer, c'est de s'adosser à plusieurs clubs, faire un tour de France ou un tour du monde des clubs, et puis après, prendre un peu de réseau à chaque fois, et essayer d'avoir une particularité qui va le faire se dégager de ce qui se fait. Et à partir de là, ça peut matcher. Ouais, comme toujours, en fait, ça paye bien, mais il faut faire ce qu'il faut pour, quoi. Ouais. Entrepreneur, pour toi, c'est un métier de jeune ou un métier de reconversion? Ou peut-être les deux? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Je pense que c'est les deux. Les deux, ouais. Il y a énormément de reconversions et avec ce statut qui est apparu d'auto-entreprise, c'était vraiment la facilité. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Ça a apporté énormément de richesse. Après, le statut d'auto-entrepreneur, souvent, c'est parce que c'est un deuxième métier qu'on n'ose pas trop. Mais à un moment, il faut se lancer, quoi. Il faut y aller. C'est bien de rester en micro-entreprise pendant quelques temps, histoire de voir si ça marche ou pas. Mais si on est convaincu de son projet, il faut y aller. Vraiment, je pense que ça permet mentalement de franchir un cap. Et maintenant, on arrive plus ou moins à la fin. Même si on va partager quand même tous tes réseaux, mais où est-ce qu'on peut voir ton boulot, si on veut te joindre, tout ça, comment ça se passe? Pour me joindre via Facebook, Insta, ça c'est... et maintenant TikTok. Ouais. Et puis sinon, oui, par mail, par téléphone, c'est vraiment, on arrive facilement à me trouver. J'ai un site internet là, via lequel on peut me trouver aussi. Et puis sinon, je fais des expos souvent, donc il y a moyen de les trouver. Ok, on partagera tout ça. Et une dernière question. Est-ce que pour la suite, moi, de ma chaîne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te viendrait à l'idée que tu aimerais bien que j'aille rencontrer, par exemple? Un métier atypique? Ouais. Je pense Sylvain, l'éleveur d'ormeaux, chez Aliotis. Je pense que là il y a ça sort de tout ce qui est de formation où tout s'est fait sur place. Excellente idée. Ouais.
Bon, ben, on va voir pour prendre rendez-vous. Ouais.